Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre discussion sartoriale. Aujourd'hui, nous allons parler de chaussettes avec les créateurs de la célèbre marque Mes Chaussettes Rouges qui à l'origine était un site internet, meschaussettesrouges.com. Donc j'ai le plaisir et l'honneur et l'avantage de recevoir mes amis. On peut dire qu'on est copains quand même, ça fait de longues années qu'on se connaît. Vincent Metzger et Jacques Tiberghien qui sont les deux fondateurs de la célèbre marque Mes Chaussettes Rouges. Chers amis, comment allez-vous? Comment vas-tu, Vincent? Très bien, on est ravis d'être ici en Bourgogne. Comme tu le disais, ça fait maintenant longtemps qu'on se connaît. Ça fait très longtemps. Parisian Gentleman s'est lancé à peu près en même temps que Mes Chaussettes Rouges, à quelques mois après. Exactement. Et donc c'est très amusant, pas mal d'années après, de se retrouver comme ça pour parler de chaussettes. C'est vrai. Jacques, on vous a pris au berceau, on peut dire ça comme ça, puisqu'on a démarré quasiment en même temps. Nous, on a démarré en janvier 2009. Et vous? Nous, on a démarré en juillet 2009. Notre première commande, c'est juillet 2009. Ouais. Donc, et cette fameuse histoire des chaussettes rouges. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, alors ils ne doivent pas être bien nombreux, parce que si vous êtes intéressé au monde sartorial, si vous vous intéressez au monde des chaussettes, qui est devenu petit à petit un élément de style, vous connaissez forcément Mes Chaussettes Rouges. On en a parlé beaucoup sur Parisian Gentleman depuis l'origine. On en parle aujourd'hui sur Sartorial Talks. On a quasiment constamment parlé de vous, parce que d'abord, on vous aime bien, on se connaît depuis très très longtemps. Mais alors, racontez-moi, on va parler de la jeunesse de ce projet-là, mais racontez-moi quand même cette histoire des chaussettes rouges, Gamarelli, Rome, le pape. Alors, est-ce que c'est une légende fondatrice? C'est quoi l'histoire? Qui veut répondre sur cette question? Allez, choisissez. En fait, il y a très longtemps, oui. Édouard Balladur était croqué dans les petites caricatures qu'on faisait de lui avec des chaussettes rouges de cardinal. D'accord. Et c'était à la fois pour lui un élément de style, oui. Et pour les gens qui croquaient, un élément de raillerie. Tu dis croquer, c'est des dessinateurs de presse. Les dessinateurs de presse, exactement. Oui. Et un prêtre m'avait dit, c'est des chaussettes de cardinal. J'avais trouvé l'idée très amusante. Oui. Et donc, j'avais voulu en acheter. Et c'était à cette époque-là impossible. Parce que au début des années 90, il n'y avait pas Internet. J'étais trop jeune pour aller moi-même à Rome en acheter. Oui. Et et donc, on avait cette idée-là dans la tête depuis longtemps. Pas mal d'années après, on en a reparlé avec Jacques, oui. Avec qui nous avions déjà une autre aventure entrepreneuriale, et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire. Avec cette idée-là, donc, de distribuer les chaussettes. Alors, les gens parlaient des chaussettes du pape, donc en l'occurrence, les chaussettes rouges, c'est les chaussettes des cardinaux. Exactement. Oui. Et alors, quelle est la différence? Est-ce qu'il y a une nomenclature dans l'Église catholique? Donc, c'est les chaussettes noires, c'est les prêtres. Exactement, il y a vraiment une couleur pour chaque niveau et même chaque ordre. Parfois. D'accord. Donc, le noir, c'est les prêtres. Le noir, c'est les prêtres. Oui. Le violet, c'est les évêques. Oui. Et le rouge, ce sont les cardinaux. Et le pape, alors le pape est cardinal, donc il pourrait mettre des rouges. En fonction de la liturgie, il peut mettre des roses, des vertes, etc. Mais la vérité, c'est qu'il met souvent des blanches, puisqu'il est habillé en blanc. Oui. Et tous les papes sont habillés en blanc depuis à peu près 500 ans, je dirais. C'est un dominicain qui a été élu pape, qui a été le premier pape habillé en blanc. Et depuis, ils sont tous restés en blanc. Avant, ils étaient en rouge. On regarde les Borgia et tout ça. Et même après, c'était en rouge. Donc, voilà. Ah ouais, c'est marrant ça. Alors, au-delà donc du petit clin d'œil, c'est quand même une histoire après de fabrication, etc. Donc, le magasin, je crois, la marque ou les fabricants qui s'occupaient des chaussettes des ecclésiastiques, on dit ça comme ça. Exactement. C'est une petite boutique que je connais, qui est tout près de l'église Saint-Pierre d'ailleurs, qui est près du Vatican. Donc il y a le Vatican. Alors, il se trouve qu'à Rome, il y a beaucoup d'ecclésiastiques, donc il y a beaucoup de boutiques pour ecclésiastiques. Oui. Gamarelli, je dirais que c'est la plus emblématique pour une raison assez simple. Oui. C'est que d'abord, elle fournit énormément les cardinaux. Elle habille à peu près 50% des cardinaux. Oui. Mais ce qu'elle fait de mythique, d'emblématique, c'est que à chaque concile, enfin non pas à chaque concile, à chaque conclave, excuse-moi, il y a 3 tenues qui sont commandées par le Vatican, une petite, une moyenne, une grande, parce qu'on ne sait pas si le futur élu sera petit, moyen ou grand. Et ça, c'est une commande qui est passée à Gamarelli. Voilà. Et donc, eux ont cette commande vraiment. Alors, mythique. Comment ça s'est passé concrètement? Donc, vous êtes à Rome, vous avez cette idée-là en tête tous les deux, et vous avez quoi? Vous avez poussé la porte de Gamarelli en disant est-ce qu'on pourrait distribuer vos chaussettes, ou qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, ça s'est fait en 2 temps. Dans un premier temps, on a l'été du lancement, on a acheté quelques paires qu'on a mis en vente sur Internet. Oui. Donc des paires de chaussettes rouges. Des paires de chaussettes rouges. Et on en avait pris un tout petit peu dans chaque pointure. Et on avait aussi pris des noirs et des violettes. D'accord.
Et la première commande nous a mis en rupture de stock parce que c'était quelqu'un qui voulait 7 paires dans la même pointure, dans la même couleur, et on en avait pris moins que 7 dans chaque, dans chaque référence. Donc ça a été pour nous, et ça c'était seulement quelques jours après la mise en ligne du site qu'on avait fait nous-mêmes. Ça a été d'abord une grande surprise de voir qu'en peu de jours, on avait déjà une commande comme ça. Et donc, vous êtes retourné voir Gamma Ray. Voilà, exactement. On en a recommandé. Et puis surtout, on s'est dit qu'il ne fallait pas se faire damer le pion par quelqu'un qui trouverait l'idée bonne, mais qui négocierait un contrat d'exclusivité. Donc, on s'est pressé pour aller les voir à Rome en début septembre, puisque alors que la première commande était fin juillet. On a pris rendez-vous. On a été les voir avec un ami qui parlait italien, Adriano, qui a été notre interprète. Et avec qui on a négocié le premier contrat d'exclusivité qu'on a eu avec Gamarelli. C'est vrai. Alors donc vous avez négocié. Donc il a vu débarquer 2 jeunes Français comme ça, venus de nulle part. Ah, bon, vous aviez déjà passé quelques commandes et qui ont dit, monsieur, c'est la famille Gamarelli ou monsieur... Maintenant c'est 3 cousins qui travaillent ensemble, qui sont tous les 3 super sympas. Ils n'ont pas et tous les 3 exactement accueilli cette idée Nous, on leur a dit, c'est pas compliqué, on veut juste vous apporter des clients en plus. On sait qu'il y a une demande en France et on vous demande rien de particulier, on vous demande juste de nous donner l'exclusivité. Mais en fait, ils avaient des volumes microscopiques. Je veux dire, qui achetait des chaussettes à Rome? Bon, il y avait Balladur. Et surtout des chaussettes rouges. Il y avait 3-4 initiés, surtout des rouges. Quelques amateurs, etc. Mais c'était dérisoire en termes de volume. Il y avait un peu de notoriété, mais en termes de vente. Et ils nous ont fait confiance. Je dois bien reconnaître qu'ils ont été sympas. Ils nous ont fait confiance. On leur a commandé des paires. Et puis ensuite, on a eu tout de suite un peu de presse qui fait que les volumes ont suivi, qu'ils ont été rassurés. Et qu'on a même pu étendre notre exclusivité à tout Internet finalement. C'est-à-dire partout dans le monde maintenant, la distribution par Internet des chaussettes passe par nous, des chaussettes Gamarelli passent par nous. Et encore aujourd'hui, c'est-à-dire donc 10, 12, 13 ans après 13 ans après 13 ans après 12 ans après. 12 ans après, vous distribuez toujours les chaussettes Gamarelli. On vient de renouveler le contrat pour 10 ans. Pour 10 ans, alors, on s'entend très bien avec eux, on va là-bas. Alors avec la crise sanitaire, ça a été plus compliqué, mais on l'a fait juste avant la crise sanitaire. Et on a de très bonnes relations, on dîne ensemble quand on est là-bas. Enfin, ils sont super sympas. Eux aussi, il faut bien voir que c'était une partie très annexe de leur travail, de leur activité. C'était un accessoire. Ils font des soutanes, c'est de la broderie, je veux dire, c'était vraiment 3 fois rien pour Ce sont des tailleurs depuis 1798 et donc ils sont avant tout tailleurs. Enfin, ils se présentent comme des tailleurs depuis 1798. Ça fait donc partie des vieilles entreprises parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont plus de 200 ans. C'est génial. Alors moi j'aime bien cette histoire, mesdames, messieurs, parce que vous voyez, c'est toujours la même histoire dans la discussion Sartorel et c'est pour ça qu'on est content d'avoir nos amis de Mes Chaussettes Rouges ici, parce que je trouve que les belles histoires, qu'elles soient entrepreneuriales ou artisanales, et en l'occurrence les deux, en ce qui vous concerne, naissent toujours soit d'une belle idée, soit d'une tradition familiale, mais rien n'est interdit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que d'un côté, l'Internet est en train de désincarner notre monde un tout petit peu, et d'un autre côté, il a aussi cet apport incroyable de permettre à des aventures comme la vôtre, qui sont des aventures un peu... Je ne vais pas dire dingue, c'est juste d'abord c'est une très belle idée au début, et puis aussi c'est une rencontre avec ces gens à Rome qui sont les tailleurs des évêques, des cardinaux et du pape. C'est quand même une histoire incroyable. Et donc, d'un seul coup, votre idée, la sauce a pris. On peut le dire tout de suite. On a vu fleurir des chaussettes rouges partout. Exactement. Alors qu'à l'époque, moi, et ça, c'était une des premières questions que je voulais vous poser avant de revenir tranquillement sur votre parcours et parce que je sais que vous connaissez depuis les bancs de l'école. C'est que moi, mon papa, il me disait toujours... Ah, mais Hugo, si tu veux pas prendre des risques avec les chaussettes, achète des chaussettes noires ou des chaussettes grises. Et je pense que toute une génération, et peut-être même encore aujourd'hui, peut-être un peu moins aujourd'hui, grâce à des gens comme vous, mais il y a encore cette idée un peu bête que les chaussettes, il faut faire attention, il faut être discret, etc. Vous êtes encore, comment dire, sujet à ça? Vous avez encore ce genre de remarques et ce genre d'objections à lever? Le noir, effectivement, c'est un réflexe facile, puisque dans le cadre d'une tenue formelle, les chaussures sont noires, les costumes sont sombres. Donc c'est effectivement... pour toutes les personnes qui s'habillent en costume sombre toute l'année, c'est le meilleur moyen de ne pas avoir de chaussettes qui jurent ou de ne pas avoir de questions à se poser le matin en se retrouvant avec deux paires qui ne vont pas ensemble.
Mais néanmoins, aujourd'hui, même avec des tenues formelles, on voit des gens qui ont envie un petit peu de trancher et de prendre des libertés, surtout à une époque où parfois on met un peu moins de cravate et un peu moins d'accessoires, et c'est l'occasion de colorer la tenue avec des petits détails. On y reviendra parce que c'est devenu un élément de style. Tu voulais rajouter quelque chose? Et le noir n'est pas une garantie de la non-faute de goût. Je veux dire, si on a des vêtements très clairs, des chaussures très claires parce que c'est l'été, etc., mettre des chaussettes noires, ça peut être je suis d'accord raté, avec toi. Moi, je trouve. Et en fait, à tous les clients qui arrivent et qui disent avec le noir, on se trompe jamais, nous, on leur dit, c'est pas vrai. Je veux dire... de la même façon qu'avec le blanc, on n'est pas toujours à côté de la plaque et que parfois ça va bien. Alors ça, c'est un autre sujet. On en reviendra après. Il y a un grand débat autour de la chaussette blanche. Une telle bombe atomique dès la première minute. Mais... non, mais Sonia, on a parlé justement avec des gens qu'on aime beaucoup. Vous savez que les Asiatiques sont très, très élégants, notamment à Singapour, à Hong Kong, à Taïwan. Il y a tout un groupe de gens, là, etc. Et ils sont en train de revitaliser la chaussette blanche avec les costumes. Mais c'est un autre sujet qu'on abordera. Alors maintenant, on va... Ce que je voulais dire, c'est qu'on n'est pas sûr que c'est réussi avec une chaussette noire. Ça, je suis d'accord. Alors, revenons au démarrage. Donc, on rembobine. Et donc, vous êtes jeune, vous êtes sur les bancs de l'école, vous avez quel âge quand vous vous rencontrez tous les deux? 17 ans. 17 ans, Vous êtes en classe préparatoire, c'est ça? Vous tirez la bourre pour être dans les meilleures écoles de commerce? Exactement. C'est un peu l'esprit, à l'époque. C'est l'esprit, même si la prépa dans laquelle on était bienveillante, et je veux dire, on se tirait pas trop dans les pattes. D'accord. Enfin, vous préparez les grandes écoles de commerce. Exactement. Voilà. Vincent gagne la première partie du match, puisque tu rentres à HEC, c'est ça? Vrai. Toi, tu vas à l'ESCP, qui est quand même une très belle école de commerce. Excellente mais vous école. avez gardé contact, c'est ça, tous les deux? On se voit malgré tout. Voilà. Et après, malgré qu'il soit un HEC et toi un ESCP. Alors, les gens qui ont fait soit HEC, soit SCP vont connaître un tout petit peu cette guerre de clochers, on va dire, un petit peu, qui existe encore. Oui, légèrement, mais c'est vrai que... Comme on se le disait tout à l'heure, quelques années après, quand on est content de son métier, tout ça semble bien loin. Oh oui. Et le plus important est d'être heureux de son métier et pas de... Moi, j'ai fait un BTS de commerce international. Donc, c'est ni HEC ni le SCP. Et après, je devais aller à l'université, mais c'était un petit peu hors des moyens de ma famille, tout simplement. Donc, je me suis mis à travailler et j'ai monté un studio d'enregistrement à 19 ans. Voilà. Donc, c'est une autre destinée. Plus de mérite encore. Non, ça n'a aucun mérite. Donc, vous êtes sur le banc de l'école, vous gardez le contact et vous avez cette idée des chaussettes rouges et vous démarrez donc cette entreprise qui, à l'origine, est une entreprise strictement sur l'Internet. Oui, on commence uniquement sur Internet, dans une toute petite chambre. Et en fait, étant encore étudiant, on n'avait pas de revenus et donc on n'était pas habitué à avoir des revenus. Donc c'est vrai que ça nous a... On l'a pas perçu comme un énorme risque de se lancer dans une vie entrepreneuriale, tout simplement parce qu'on n'avait jamais gagné d'argent de notre vie. Et que... on s'est dit ça va se faire petit à petit, voilà. D'où votre première commande, vachement raisonnable, quelques chaussettes. Rupture de stock avec la première. Oui, effectivement, c'est un peu étonnant. C'est un peu étonnant. Et alors donc vous commencez avec Gamarelli, vous commencez donc les chaussettes rouges qui était votre best-seller, qui est toujours votre best-seller. Toujours, on a quand même beaucoup de rouge et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de clients qui viennent pour des cadeaux et là, ils prennent la plus emblématique. Et donc, voilà. Parce que la presse vous a suivi hyper rapidement. Ouais, c'est vrai qu'on a eu un intérêt des journalistes, peut-être pour l'histoire de Gamarelli, parce que c'est aussi un moment où les pantalons sont un peu raccourcis, donc on voyait plus les chaussettes. Voilà, tout de suite, ça a plu. Alors, racontez-moi, parce que, mes chaussettes rouges maintenant, alors c'était à l'origine sur Internet, depuis vous avez offert une boutique, une jolie boutique mignonne dont on va vous montrer quelques prises de vue, qui est donc rue César Franck dans le 15e, j'ai bonne mémoire. Derrière les Invalides. Derrière les Invalides, et qui est un petit peu... Alors, si vous aimez les chaussettes, mesdames, messieurs, c'est un peu Charlie et la chocolaterie pour les chaussettes, c'est-à-dire c'est le Willy Wonka de la Sox. C'est-à-dire que vous arrivez là-dedans, il y en a de toutes les couleurs, de toutes les matières, on a envie d'en manger. Ça sent bon d'ailleurs chez vous. Vous utilisez un parfum pour vos chaussettes rouges. On utilise un parfum. On peut le dire. On peut le dire. C'est Habit Rouge de Guerlain, c'est ça? Il se trouve que Thierry Vasseur, qui est dans mon livre, le nez de Guerlain, et qu'on a rencontré grâce à toi. Ah oui. Et qui est vraiment super sympa. C'est un mec formidable. Et il est client chez nous, il est venu, et c'est lui qui a eu l'idée, qui nous a dit mais pourquoi vous parfumez pas avec Habit Rouge. Habit Rouge. Donc mesdames, messieurs, quand vous recevez un paquet de mes chaussettes rouges, ça sent bon. Et donc ça sent Habit Rouge.
Et voilà, et on a trouvé que l'idée de Thierry Vasseur était excellente, et donc on parfume tout avec Abbey Rouge. L'odeur est délicieuse, le nom évocateur, et donc il n'y avait aucune raison de s'en priver. Et même quand ça arrive à l'autre bout de la planète, 3 semaines après, quand on ouvre le paquet, ça sent très très bon. Bon, j'allais pas faire la mauvaise blague, mais c'est vrai que les chaussettes qui sentent bon, c'est mieux que les chaussettes qui sentent moins bon. Mais c'est un autre sujet. Je sais qu'on va peut-être le couper au montage, ou peut-être pas. Je laisse à mon monteur et fils préféré, Greg, la décision. Alors, on va revenir maintenant un petit peu. Alors, donc, tout ça, ça se développe. Vous distribuez Gamarelli, et puis petit à petit, vous commencez à vous étendre, c'est-à-dire à faire d'autres choses. Alors, racontez-nous comment ça s'est passé. Allez-y, qui veut parler? Parce que normalement, à 3, il y en a toujours un qui est plus bavard que l'autre, mais là, on est tous les 3 très bavards. Donc, on ne sait toujours pas, d'ailleurs, comme d'habitude, mesdames, messieurs, si on va faire 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, ça n'a strictement auune importance, puisque les discussions sartoriales... Sur YouTube, la table n'est pas louée. Exactement, et en plus de ça, on se rend compte que les gens aiment bien qu'on prenne notre temps, et qu'on ait le temps de se dire des choses et de leur donner de l'inspiration et de l'information. Donc, allons-y. Je ne me souviens plus de ma question, du coup. Ta question portait sur l'extension de la gamme. Exactement. Alors effectivement, Gamarelli fait donc ces 3 couleurs emblématiques, le rouge, le violet et le noir, et puis aussi le blanc pour quelques élus. Mais la gamme était quand même assez restreinte, et les clients nous demandaient souvent si on avait des couleurs, comme le bleu marine, puisque c'est un peu par là qu'est venue l'idée d'étendre la gamme au début. Même des couleurs simples, nous ne les avions pas. Donc, on a voulu élargir la gamme. D'accord. Et donc, c'est à ce moment-là on était en contact avec Alain Stark, un tailleur. Qui faisait les habits des académiciens. Exactement. Qui est décédé en 2014, je crois. Exactement. Juste avant, parce que j'en parle dans mon premier livre. On lui rend un hommage, puisque sa maison a été reprise par Camps des Lucas, par la famille de Lucas. Et, c'était un mec charmant. Adorable. Et qui faisait, comme tu le dis, les habits des académiciens, qui sont des habits brodés avec 600 heures de broderie, avec des motifs qui reprennent des rameaux d'olivier. Et il avait des chaussettes vertes qui allaient avec l'habit vert des académiciens. Et donc, la marque de ces chaussettes, l'idée de les appeler Mazarin est venue parce que c'est Mazarin qui va faire le bâtiment de l'Académie française. Le cardinal Mazarin. Voilà, exactement. Donc, ce nom était un hommage. Et avec lui, nous avons étendu cette gamme qui, petit à petit, a pris de plus en plus de couleurs, puisque chaque année était l'occasion d'ajouter des couleurs à notre gamme. Donc ça a été la première marque que nous avons ajoutée après Gamarelli. Mazarin. Montre-moi des chaussettes Mazarin. On en a un peu partout. Voilà les fameuses Vert Academy. Ah ouais, là c'est les chaussettes des académiciens. Donc, exactement. Alors les immortels, alors évidemment ils sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux. En fait, ils sont pas si peu nombreux que ça. Ils sont 40 à l'Académie française, mais toute académie confondue, ils sont plutôt 400, je dirais. D'accord. Mais enfin, c'est pas un énorme marché tout de même. Non. On vend pas que des. Ça a fabriqué en Italie. En Italie. Exactement. Comme le cardinal Mazarin lui-même, c'est l'Italie qui fait rayonner la France, donc elles sont fabriquées en Italie, mais c'est depuis la France qu'elles rayonnent. Alors, comment on dit donc ça, c'est Mazarin, c'est votre deuxième étape, on va dire. Vous avez multiplié les couleurs et en fait, vous êtes devenu, entre guillemets, avec Monsieur Stark, copropriétaire de cette marque. Exactement. Vous êtes fondateur, du coup, de cette marque. Voilà, exactement. Gamarelli, vous avez la licence de distribution, tandis que là, c'est votre marque. En fait... Oui, c'est exactement ça. On les distribue. Lui, il avait quelques paires, mais c'était pas du tout organisé. Et c'est nous qui avons structuré toute la partie chaussettes qui est devenue Mazarin, d'ailleurs, qui s'est pas appelé Stark. Et puis, mais tout ça avait été fait en accord avec lui. C'est vrai que c'était un type formidable. Moi, Stark. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. C'était un mec charmant au sens littéral. Charmant dans le sens littéral. Il était très gentil. sympa. Il prenait le temps pour ses amis, pour ses clients, pour. Non, c'était vraiment... Pour expliquer donc aux gens qui nous écoutent et qui connaissent peut-être pas cette histoire, donc Monsieur Stark faisait les habits des académiciens, mais heureusement il ne faisait pas que ça, parce qu'il y a une nomination d'académiciens. Je crois que c'est uniquement quand un décède qu'un est remplacé. Donc exactement. Il y a des nominations, peut en avoir peut-être de temps en temps, évidemment, mais on compte ça en années. Donc bon, même si c'est 600 heures à la main, c'est tout de même pas, ça peut pas nourrir son homme complètement. Donc il avait une activité de tailleur traditionnel à côté. Donc près de la place Vendôme, rue de la Paix. Rue de la Paix. Et voilà. Donc c'est un hommage. Je suis content qu'on rende hommage à Monsieur Stark. Il le mérite. Voilà. Alain Stark. Je me souviens, il avait une bonne bouille. On a une photo de lui dans mon premier livre, The Parisian Gentleman, et j'ai un souvenir assez ému
de ce garçon. Et d'ailleurs, sa perte était un choc pour tout le monde parce qu'il est mort relativement jeune. Donc voilà, si sa famille, ou je ne connais même pas sa famille, c'est des gens qui connaissaient M. Stark écoute, voilà, on lui rend un hommage parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler beaucoup. J'imagine que ça a été un choc aussi pour vous. Nous, vraiment, on l'avait quasiment tous les jours au téléphone. Donc, c'était vraiment quelqu'un avec qui on s'entendait parfaitement bien. Bon, alors ça, c'est Mazarin. Et ensuite, vous avez commencé donc à distribuer entre guillemets, des grandes marques de chaussettes, les Gallo, les Doré. Racontez-moi un petit peu comment ça s'est goupillé, tout ça. Eh bien, en fait, on s'est dit, la vocation de Mes Chaussettes Rouges, c'est de proposer toutes les meilleures chaussettes du monde qui existent. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que une usine de chaussettes, ou plutôt un atelier, parce qu'on parle plutôt d'entreprises structure de production, d'une vingtaine de personnes, donc c'est plutôt des ateliers. Elles sont souvent très fortes pour quelque chose, de très bon, par exemple des très fines ou des jacquards, mais sur un type de chaussette un tout petit peu différente, ou en tout cas qui pour le profane semble quasiment pareil, mais qui ne l'est pas en réalité, elles peuvent être un peu moins fortes. Et donc nous, on s'est dit, ce qu'il faut, c'est réunir au même endroit toutes les meilleures chaussettes, et donc il faut prendre chez les unes, chez les autres, ce qu'elles font de mieux. Et donc on a Bresciani, qui est une marque remarquable. Fantastique. Donc c'est peut-être ma marque préférée. Il faut dire que je connais Massimiliano Bresciani, qui est un type absolument et la famille Bresciani est remarquable. Il y a vraiment des gens sympas dans la chaussette. Comme c'est peut-être un plus petit marché, je sais pas, les gens sont sympas. Faut bien c'est vrai que Massimiliano est particulièrement gentil. Cette industrie, comme beaucoup de choses en Italie, où les gens les interlocuteurs portent le nom de la marque, souvent. C'est vrai. Comme beaucoup de choses artisanales, mais c'est vrai que c'est toujours sympa. Comme tu dis, ça engage. Et donc, on appelle Bresciani parce qu'on a envie de faire des affaires avec eux, et c'est Massimiliano Bresciani qui décroche, et tout de suite, ça crée quelque chose. Nous, on connaît bien ça dans l'art tailleur. Bien sûr, mais c'est la même chose, exactement. De toute façon, l'Italie, c'est quasiment que des business de famille. Même les très, très, très grandes marques sont restés très longtemps des business de famille. C'est vrai. Jusqu'à l'Europiana, qui a vendu il y a quelques années à LVMH, mais c'était la famille l'Europiana. C'est pour ça qu'ils passent les crises, c'est qu'ils arrivent plus facilement à se serrer la ceinture dans les moments de crise comme en ce moment. Ensuite, elles repartent. Et elles ont une taille qui est très bonne aussi, c'est-à-dire ni trop petite, ni trop grosse. Exactement. Moi, ce que j'aime beaucoup faire... les fois où on va en Italie, on atterrit à Milan, qui est l'aéroport le plus près. Bien sûr. Et ensuite, quand on fait Milan-Brescia avec l'autoroute, une voiture chez je sais pas qui, on voit ces PME à gauche et à droite de l'autoroute. Mais c'est fantastique comme taille d'industrie. C'est pas des énormes trucs, c'est plein de PME très dynamiques. Nulle part en France, exactement. Ça. On connaît bien ça. Ils ont 1h30 d'autoroute. Ils ont un tissu de PME industriel, ou on va dire artisanaux-industriel, qui est extrêmement... Dans le nord de l'Italie. Et surtout dans le textile, parce que c'est quand même les rois. Alors, donc, vous commencez à étendre, et vous devenez... au bout de quelques années, alors on peut le dire, vous devenez l'un des sites internet majeurs, si ce n'est le plus important au monde, où en un seul endroit, les gens peuvent avoir accès à tous les types de chaussettes, et toutes les qualités, ou la meilleure des qualités. Et là, votre entreprise décolle. On peut dire ça comme ça. Ça marche bien. Effectivement, en fait, j'ai toujours aimé les magasins spécialisés dans tous les domaines, et donc ce magasin de chaussettes répond un petit peu à ça pour ceux qui aiment les chaussettes et qui recherchent quelque chose de précis, parce qu'en fait il y a des gens qui aiment les chaussettes fines, chacun a ses critères. Il y a des gens qui veulent des chaussettes fines, d'autres des chaussettes douces, d'autres des chaussettes solides, d'autres des chaussettes épaisses, et souvent l'offre est un peu ciblée dans chaque magasin. Alors que notre idée, c'était que chacun trouve son bonheur, ait le plus de chances possible de trouver son bonheur en venant chez nous. Et les gens qui aiment les chaussettes très robustes, ou en cachemire, ou jaunes, viennent chez nous. Et... On va en parler, on va se mettre les mains dans les chaussettes après, mais avant ça, D'abord, est-ce que tu sais comme ça, si je vous demande combien de références vous avez dans votre magasin, de différentes chaussettes, de chaussettes différentes? Je vends 600 maintenant. 600 chaussettes différentes? Oui, 600 types de chaussettes. Ensuite, il y a les déclinaisons par pointure, mais donc il y a 600 modèles de chaussettes. Quand même, donc c'est un vrai choix. C'est unique au monde. Oui, je pense que c'est... On peut dire que c'est unique au monde? Oui, sur ce niveau de qualité, c'est unique au monde, parce que sur Amazon, il y en a plus, mais c'est de la noire à 30 centimes. Quoi. Exactement, on est quand même là sur ce niveau de qualité, on peut dire ça. Oui, ce que tu dis est d'ailleurs important.
est orienté dans notre philosophie depuis le début, c'est-à-dire qu'on cherche à ne jamais avoir deux modèles semblables et concurrents dans deux marques différentes. Parce que quand tu vas dans un grand magasin, souvent, il y a beaucoup de chaussettes, mais en fait, tout le monde veut vendre des chaussettes noires parce que c'est ce qui se vend. Mais ce sont souvent des modèles qui se ressemblent. Notre idée est d'avoir uniquement des modèles qui ne sont pas en compétition les uns avec les autres. On prend entre plusieurs modèles qui se ressemblent, on prend celui qu'on trouve le mieux, et puis on n'en prend qu'un seul. Voilà. D'accord, c'est génial. Typiquement, alors, la noire Gamarelli en fil d'Écosse, qui est le produit d'une certaine manière le plus simple qu'on vendrait partout. On l'a pas chez Mazarin, on l'a pas chez Bresciani. J'ai compris. Donc c'est une vraie démarche globale. C'est-à-dire, j'ai compris, pour donner le choix maximum, mais en même temps que les quelques marques que vous distribuez ne sont pas en compétition les unes avec les autres. Faire le choix pour offrir plus de choix. Voilà. Exactement, c'est très très bien. Alors, je voudrais qu'on fasse un peu de sémantique quand même, parce que nous, on a parlé un peu de chaussettes. Alors, quelle est la différence? On parle de chaussettes, on parle de mi-bas. Les Américains aiment les chaussettes qui vont juste au-dessus du mollet. Nous, les Européens, on aime bien les chaussettes qui vont juste en dessous du genou. Je sais même que certains Asiatiques, je ne sais pas pourquoi, ils aiment bien les chaussettes qui vont légèrement au-dessus du genou et ils font un revers avec. Je ne sais pas si vous... J'imagine que vous saviez ça. Alors, donc, ça veut dire que chaussettes, est-ce que c'est le bon mot? Je pense qu'on pourrait être un peu plus précis que ça. Oui, chaussettes, c'est un mot qui est très générique, mais qui recouvre beaucoup de réalités. D'accord. Ça va donc, comme tu le dis, des chaussettes qui montent très haut. En fait, la longueur maximale, ce sont les bas. C'est pour ça que les chaussettes qui montent sous le genou s'appellent des mi-bas. Et mi, en fait, évoque plutôt l'idée de quelque chose de court. Mais en fait, les mi-bas montent vraiment sous le genou. C'est ce que je préfère, moi. Oui, c'est une terminologie un peu trompeuse qu'on subit et qui parfois désoriente les clients. Mais donc, les chaussettes longues s'appellent bien des mi-bas. Ensuite, ça descend. Ensuite, il y a comme tu disais, les Américains aiment bien le haut du mollet. Alors, t'appelles ça over the calf. Alors, over the calf, c'est l'équivalent des longues et des mi-bas, en fait, parce que il y a aussi, les Américains aiment aussi parfois des chaussettes 3/4, c'est-à-dire qui sont à mi-chemin entre le mi-mollet et la longue. Il y a ensuite les mi-mollets, ensuite il y a les plus courtes, il y a les gens qui aiment bien les chaussettes au-dessus de la malléole, en dessous de la malléole, et puis ça va jusqu'aux invisibles qu'on ne voit pas du tout. Mais donc il y a beaucoup de longueurs en fonction des... C'est très compliqué. Et vous fournissez tout, vous les différentes longueurs, vous avez fait des choix quand même. Oui, on a fait quelques choix. Par exemple, nous, historiquement, on vendait que des mi-bas, on s'est mis à vendre des plus courtes, mais on ne vend pas cette hauteur qui est 3/4 mollet, pour une raison purement physique. C'est que quand la chaussette dépasse l'endroit du mollet qui est le plus large, c'est-à-dire dans le cas des mi-bas, la chaussette s'appuie sur le mollet. Et sans serrer, elle tient parfaitement bien. Et on les met le matin, on les enlève le soir, et entre-temps, on les a jamais remontés. Et nous, on a vraiment beaucoup œuvré pour la cause du mi-bas, d'une certaine manière. Nous aussi. Longtemps ne proposant que ça, et ensuite encore en encourageant le plus possible. Alors nous, on a beaucoup œuvré en faveur du mi-bas sur les discussions sartoriales et sur Parisian Gentleman, comme vous le savez, pour une bonne et simple raison, c'est que quand on met une chaussette courte et quand on croise les jambes, ça nous arrive tous, c'est quand même pas très très esthétique. Je préfère montrer une belle chaussette que de montrer les poils de mes mollets. Ou d'ailleurs moi j'ai pas de poils sur les mollets, mais en tout cas montrer mes mollets, et parfois c'est très inesthétique, et je pense même que ça peut casser sévèrement une ambiance de business. Vous savez, c'est des petits détails comme ça. C'est important d'y penser, et nous on a beaucoup milité, c'est pour ça qu'on vous a beaucoup supporté au début, parce que on se dit, voilà, c'est des gars, ils ont compris, on fait des mi-bas. Mi-bas, c'est ça une chaussette, c'est pas des trucs plus petits, etc. Bon, on comprend qu'il y a certaines traditions vestimentaires qui font que les Américains l'aiment un tout petit peu plus courte, etc. Alors, l'histoire des Asiatiques, les Asiatiques, ils aiment bien faire un revers au-dessus. C'est peut-être parce qu'ils sont plus petits. C'est plus fin. Peut-être là ou plus fin. Effectivement, ça fait que les chaussettes montent plus haut. Il y a aussi des gens qui aiment les chaussettes plus courtes, soit par habitude, soit par ignorance pour certains, parce que comme les chaussettes mi-bas sont plus rares, parfois il y a certains qui n'ont jamais essayé. Il y a aussi le fait que quand on met des pantalons très ajustés, le fait d'avoir des mi-bas, ça peut s'accrocher et du coup créer un inconfort. Ça, on a tous le même problème. Voilà. Je porte devant vous un costume de chez Luigi Del Corre, c'est du Super 210 de chez Piacenza. Et ça a tendance à avoir une électricité statique un tout petit peu. Et moi, vous savez, j'ai résolu le problème, je tape des pieds. Voilà. Cosmas, it's on purpose, I do this. Si ça colle un peu avec l'électricité statique, moi je m'en moque un peu. Parce que ça fait partie de
c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Il faut le voir comme un moindre mal, en fait. C'est-à-dire qu'il vaut mieux ça que des mollets découverts. Exactement. Alors maintenant, je voudrais qu'on parle un peu de matière, parce que il y a des choses, quand même, là, on a devant nous donc plein de chaussettes différentes, on va les regarder un tout petit peu, mais alors il y a plein de motifs, plein de couleurs, il y a des vanigés, je crois, on dit, il y a des choses avec des matières un peu exceptionnelles, mais d'abord, je voudrais qu'on... vous, votre basique, c'est ce qu'on appelle le fil d'Écosse, n'est-ce pas? Alors, on en a parlé un tout petit peu, je sais que ça n'a rien à voir avec l'Écosse, alors pourquoi on appelle ça? Moi, j'ai toujours été très, très étonné. D'ailleurs, comment on dit en anglais? On dit lye. Comment ça se dit en anglais, fil d'Écosse? Ah, c'est une bonne... Eh bien, curieusement, ils n'évoquent pas l'Écosse, ils disent cotton lyle. Ah, cotton lyle. Oui, et les Italiens, eux, disent soit fil d'Écosse dans la langue de Molière, soit filoscozia. Filoscozia. Voilà. Et alors, en fait, ça ne vient pas du tout d'Écosse. Ça ne vient pas du tout d'Écosse. En fait, l'idée de l'Écosse dans ce fil d'Écosse ne vient que de John Mercer, qui était écossais, qui a inventé le procédé de la mercerisation, qui est une technique industrielle qui consiste à prendre le fil, à le gazer et pour brûler toutes les petites fibres qui sortent du fil, pour ne garder du fil que le fil très net et très, très brillant, ce qui évite qu'il ne bouloche et ce qui le renforce. Donc l'Écosse vient de là dans le fil d'Écosse. Donc simplement en référence à cet Écossais. À cet Écossais John Mercer. Et donc c'est là que ça devient quand on disait je vais à la mercerie, ça vient de ça ou... Oui, le mot de mercerie. Ça vient de John Mercer qui a inventé la mercerisation. Ah, ça serait étonnant. C'est étonnant quand même. Le langage est toujours étonnant. Alors ça, c'est du fil d'Écosse, par exemple. Ça, c'est du fil d'Écosse. Voilà. Ça, c'est un fil d'Écosse bleu. Voilà. Alors donc celui-ci est 90 bar 2. Exactement. Alors donc mercerisé, donc ça veut dire il n'y a pas de petite bouloche, c'est-à-dire il n'y a pas de fibre. Il n'y a pas de fibre. Voilà. Et tu me disais Jacques que maintenant vous faisiez du fil non mercerisé. Oui. En fait, l'intérêt du fil d'Écosse, c'est que en brûlant toutes les fibres qui ne sont pas dans le fil, les bouloches arrivent beaucoup plus tard. C'est-à-dire que ça les retarde, voire ça fait qu'elles n'arrivent jamais. D'accord. Ça, c'est l'intérêt du fil d'Écosse. Aujourd'hui, mercerisé, donc du fil mercerisé. En fait, fil d'Écosse, ça veut juste dire mercerisé et fin. Il y a un critère aussi sur la finesse. Aujourd'hui, nous, le fabricant de fil avec qui on travaille, le filateur avec qui on travaille, qui est vraiment le haut de gamme, a trouvé un nouveau moyen de compacter le fil de telle sorte que les fibres, elles sortent un tout petit peu, mais elles sortent pas beaucoup, et donc il n'y a pas de bouloche non plus. C'est ce fil-là. Qui est non mercerisé. Qui est non mercerisé. Et on a quelques paires dans toute notre gamme de coton non mercerisé. Et l'intérêt de pas merceriser, si je puis dire, c'est que toutes ces fibres qui sortent un tout petit peu ont une douceur, ça je le sens, rien qu'au toucher. Alors que c'est pas la même affaire du tout. Donc c'est pas la même esthétique, c'est moins brillant, il y en a qui préfèrent, il y en a qui aiment moins, à la limite ça c'est plus un goût. Mais ensuite, il y a un toucher qui est un peu plus chaud, un peu plus voluptueux, alors que le fil d'Écosse, que le reproche que leur font certains à tort ou à raison, c'est une main un peu plus sec, très nette. Oui, c'est vrai. Voilà. Et donc nous on développe de plus en plus ces deux gammes, l'un étant un tout petit peu plus casual, c'est pas le mot, mais un petit peu plus décontracté quand c'est pas brillant, et l'autre un petit peu plus formel. Mais au niveau douceur et au niveau contact, le non mercerisé, je le sens à la main. Non, mais on le sent à la main. C'est très très étonnant. Donc on peut dire que chez vous, l'entrée de gamme, si on peut parler comme ça, c'est le fil d'Écosse. Oui, mais l'entrée de gamme, le coton, voilà. Non, mais enfin, parce que pour beaucoup de gens, le fil d'Écosse, c'est le haut de gamme. Oui. En fait, c'est une chaussette qui est parfaite. Enfin, et c'est ça l'intérêt de vendre des chaussettes par rapport aux voitures, aux montres, aux vins, c'est qu'on peut avoir le meilleur du monde pour 22 €. Quoi. Oui, c'est ça. Alors qu'en voiture, c'est pas ça. Non, pas tout à fait pareil. Non, et en vin, alors là, en Bourgogne, c'est encore pire, mes amis, parce que là, ça prend des prix. Donc, on est fil d'Écosse mercerisé, fil d'Écosse non mercerisé, et après, vous avez développé des matières beaucoup plus nobles, comme la soie, par exemple. La soie, alors voilà, ça c'est de la soie, c'est une soie qui est extrêmement douce. Alors ce qui est sympa avec la soie, c'est que c'est une douceur, c'est net comme le fil d'Écosse, mais c'est une douceur très filante, très légère. Soit vers le lac de Caume, les fournisseurs de soie ou... Oui, c'est vraiment cette région. Ah oui, bon là évidemment à la main on le sent tout de suite. Beaucoup plus fragile peut-être à porter. C'est un peu plus fragile. Surtout que nous on la tricote évidemment assez fine, donc c'est un peu plus fragile. Mais bon, faut pas non plus exagérer la fragilité de la soie. La soie perd aussi un peu de sa brillance au fur et à mesure des lavages, mais
le confort n'est vraiment pas le même. Donc, ouais, je sais, moi j'ai porté des chaussettes en soie. Bon, par contre, j'ai presque peur de les porter, moi. Même, alors, les chaussettes en cachemire, c'est encore pire, parce que, alors là, donc ça, c'est du cachemire. C'est encore pire, mais c'est encore meilleur. Et tout à l'heure, on te montrera une paire en soie très spéciale. C'est vrai? Ah oui, bon, oui, je sais de quoi tu parles. Je fais juste un peu de teasing. Oui, magnifique, ils ont apporté quelque chose de complètement unique. Alors, donc ça, c'est cachemire? Cachemire et soie. Cachemire et soie. Donc 70% de cachemire, 30% de soie. Oui. Ça vient d'Italie aussi. Oui. D'une usine très connue dans le monde du cachemire. C'est l'Europiana, tu peux le dire. Il n'y a pas de secret ici, d'accord. Et donc voilà, et c'est aussi une gamme, nous, très fine, très légère. Et là, c'est vraiment une douceur qui est remarquable. Et ça tient chaud. Je veux dire, pour l'hiver, alors, c'est pas à porter toute l'année du tout, parce que quand il fait 30 degrés dehors, c'est pas le mieux. Non, bien sûr. L'hiver, c'est moi, j'ai essayé les chaussettes, mesdames, messieurs, en cachemire, de chez Mes Chaussettes Rouges. J'avoue que c'est presque... c'est sensuel, quoi. C'est bon. Ouais, c'est vrai. Je ne sais pas comment le dire. Quand on le met sur les pieds. Alors, par contre, ça te pousse à vraiment entretenir tes pieds, à te bien les hydrater, effectivement, etc. Parce que c'est très fragile. Oui, les pieds évoquent souvent le fétichisme un petit peu, et c'est vrai que quand tu évoquais la sensualité, c'est vrai que quand on enfile des chaussettes en cachemire, on sent quelque chose qui se passe. C'est très agréable. Même chose, c'est une des matières les plus luxueuses au monde. Donc, je rappelle, pour les personnes qui ne le savent peut-être pas, c'est que la laine cachemire n'est pas faite avec des moutons, mais est faite par une chèvre, historiquement de Mongolie. Donc, c'est une récolte beaucoup plus complexe que des moutons d'élevage. Et la chèvre est peignée. Enfin, c'est très compliqué, d'où un prix extrêmement élevé, évidemment. Mais ça reste, Alors, ce qui est génial avec Mes Chaussettes Rouges, c'est que vous pouvez acheter les plus belles matières du monde. Alors, sauf une dont on va parler, qui quand même est vraiment hors de portée de beaucoup de gens. Mais là, on est en fil d'Écosse, c'est 22 €, c'est ça, la paire, à peu près, 22 €. Une vingtaine d'euros, on va dire. Quand on passe sur la chaussette en soie, on est à combien? Une trentaine d'euros? 34 €. 38 € sur la J'aime bien, il dit comme ça. 34 €. Ouais, à peu près. À peu près. Et le cachemire, une cinquantaine d'euros? 55. Ouais, 55. Bon, évidemment, pour une paire de chaussettes, vous pouvez me dire c'est un peu cher, etc. Oui, mais c'est quand même, enfin pour moi, ça reste un des cadeaux les plus géniaux à faire, une paire de chaussettes. C'est vrai Noël, pour l'année, ça fait toujours plaisir. Ouais, ça fait toujours plaisir. Et puis, nous, on vend beaucoup de cadeaux et je veux dire, on s'en cache pas, ce qui veut dire qu'on a aussi une clientèle qui est très large et on trouve ça sympa finalement d'avoir des gens qui viennent de partout, pas forcément passionnés de vêtements, etc. Mais ce qui est sympa dans ce cadeau-là, c'est qu'on offre une paire que la personne ne se serait sans doute pas offerte. Et donc, voilà, c'est du luxe, mais quand même abordable. Et recevoir pour son anniversaire une paire en cachemire et soie chez l'Europiana, c'est un beau geste. C'est un très beau geste. Et puis surtout se mettre ça sur les pieds, je peux vous dire que c'est absolument passe pas la même magnifique. Journée. Exactement. Alors, on va aller au bout du bout. On a parlé du fil d'Écosse non mercerisé, soie, cachemire et soie. Et Jacques et Vincent, ils sont allés au bout de l'histoire, puisque vous avez produit des chaussettes. Alors là, on peut dire chaussettes précieuses. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Pas d'autre mot. Alors, elles sont derrière moi. Hop. Elles sont en bleu marine. Oui. Alors, je fais attention, mesdames, messieurs, parce que ce que je suis en train de manipuler, je pense qu'au poids, c'est beaucoup plus cher que l'or. C'est possible. Je pense que c'est plus cher que le caviar. Et que, je ne sais pas, d'ailleurs, on devrait faire une étude, mais je pense qu'au poids, ça doit être plus cher que l'or, puisqu'il s'agit donc de chaussettes, mesdames, messieurs, en vigogne. Alors, pour les amateurs... Il y a un petit fil qui s'est glissé dessus et qui... Là, on va enlever le petit fil qui s'est touché dessus, voilà. Donc là, bon, je vous dis même pas l'expérience au niveau du toucher. Bon, là, on n'est plus dans l'abordable. Je crois c'est 500 € la paire. 520 € la paire. Ouais, vous faites ça, c'est un petit peu pour le clin d'œil. Et puis, il y a quelques clients. Oui, il y a quelques clients. Il y a même des clients quand on rachète. Donc, il y a une clientèle. Vous n'en avez pas un stock énorme, j'imagine. On n'en a pas 2 palettes, oui. Exactement. Parce que, alors, la vigogne, alors, je ne vais pas vous faire un cours, mais c'est une matière, c'est peut-être la matière la plus noble dans le monde du textile. C'est un petit lama qui vit en Bolivie, au Pérou, il y en a aussi, qui est une sorte de lama. Donc, ce n'est pas tous les lamas, c'est une sorte de lama dont on peigne le cou. Donc, c'est un très beau geste. Donc, il y a l'animal est complètement respecté, il n'est même pas tondu.
on peigne le cou et on ne utilise que cette partie-là. Donc, tu me disais que la production mondiale de Vigogne par an... Le cachemire, c'est 15 000 tonnes par an. Ouais, versus des millions de tonnes pour laine. Beaucoup plus encore. Ouais. La Vigogne, c'est 8 tonnes. Mondialement. Ouais. En fait, ça vient que d'un tout petit endroit. Ouais. Et c'est vrai que l'histoire est sympa parce que ça fait vivre des villages entiers. Ouais. Parce que la Vigogne en captivité ne donne pas de laine. Ouais. Et donc... elle a besoin de liberté pour s'épanouir. Ces petites vigognes là se promènent tranquillement dans la cordillère des Andes toute l'année. Oui. Et une fois par an, les villages ils font des chaînes humaines. Des chaînes humaines. Ils rabattent les animaux qui sont peignés, relâchés immédiatement. Et ils refont leur toison. C'est incroyable comme histoire. Alors, vous pouvez acheter des costumes en Vigogne. Moi, je n'ai jamais fait. Parce que d'abord, c'est des tarifs complètement invraisemblables et surtout, c'est extrêmement fragile. Mais je trouve que le geste est joli, voilà, tout simplement. Et il y a une clientèle pour ça et c'est bien que des gens comme vous qui avez consacré votre vie professionnelle au sujet de la chaussette, vous alliez au bout de l'idée. Oui. D'aller au bout du bout. Donc voilà, mesdames, messieurs, vous en avez pas. D'une manière générale, il y a cette idée, c'est un petit peu... C'était aussi un peu l'idée de William Abraham, cette autre marque qu'on a rachetée. Oui. Aller dans les matières exceptionnelles, en fait, c'est un peu comme la Formule 1, c'est-à-dire que, pour une marque d'automobile, c'est ce qui permet d'aller au bout, de trouver des idées, des améliorations, de voir ce qui vaut la peine et de tirer en fait tout le reste avec soi. Oui, alors tu viens de le dire rapidement, je vais le redire. Donc vous êtes maintenant propriétaire d'une autre marque qui est prioritairement destiné au marché américain, si je me souviens quasiment exclusivement, mais auquel les personnes peuvent avoir accès aussi depuis la France. C'est plus pour des raisons historiques que pour des raisons... Exactement. Et ça s'appelle William Abraham, c'est ça, williamabraham.com, c'est ça. Voilà, exactement. Voilà. Alors, et là, qui est un site spécial, donc qui vous appartient, et qui est un site spécialisé dans les chaussettes de luxe. De luxe. On peut dire ça. William Abraham a été fondé par Bram Frankel il y a quelques années. Il avait comme ambition de faire une marque avec uniquement les matières les plus précieuses. Et donc, il a mis longtemps à lancer son entreprise, puisque pendant 5 ans, il a été au salon du fil, le Pitti Filati, pour rencontrer les filateurs, comprendre exactement ce qu'était un fil. Ensuite, il a mis plusieurs années à faire produire, à partir de ces fils, les chaussettes les plus précieuses, avec certains modèles originaux et d'autres avec des designs plus audacieux. D'accord. Donc William Abraham, c'est une marque qui se concentre sur les meilleures laines, les meilleures soies, les meilleurs cachemires, sachant que la soie et le cachemire sont déjà des matières d'exception, mais lui ne recherchait que le meilleur pourcent des meilleures matières pour créer cette marque. Incroyable. Donc williamabraham.com, si vous êtes passionné de chaussettes d'exception, c'est un peu la Rolls-Royce de la chaussette. C'est tout à fait ça. Vous pouvez trouver vraiment ce qui se fait de mieux en termes de matière. C'est un type passionné. Vincent le disait, il a mis 4 ans avant de lancer ses premiers pour produits. Choisir les fils, pour choisir les matières premières, etc. Il est allé 25 fois en Italie. Parfois, il restait des mois. Il connaissait à une époque il était toutes les machines. Tous les parcs de tous les ateliers en disant cette chaussette ne peut être faite que dans cet atelier, celle-là ne que dans cet atelier. Incroyable. C'est une belle histoire. Alors, si on m'avait dit, moi, quand même, il y a... encore quelques années, il y a 10 ans, que je passerais 1 heure à discuter de chaussettes avec 2 amis, je l'aurais jamais cru. Mais c'est un sujet qui est quand même extrêmement passionnant. Et donc vous, je sais, donc on peut dire aujourd'hui qu'en chaussettes de luxe, vous êtes le plus gros point de vente en ligne au monde, mais vous êtes aussi parmi les seuls, ou peut-être les seuls, à proposer de la chaussette, on pourrait dire en bespoke, c'est-à-dire à la demande, c'est-à-dire quelqu'un peut venir chez vous et dire voilà monsieur, moi je voudrais un motif comme ça, une couleur comme ça, évidemment la taille, la matière, ils peuvent tout choisir. Alors, et vous avez acheté pour ça une machine infernale. Une machine infernale. C'est une machine à tricoter, c'est ça, mais d'une taille assez imposante, c'est ça ? Une taille imposante, donc on l'a acheté chez Busi Giovanni qui est vraiment le fabricant de machines à la fois très polyvalentes, très stables en production. On va vous la montrer à l'image. Voilà. Donc vous voyez, c'est une machine qui... Quelle est la taille de cette machine ? Ça prend une pièce. Oui, ça prend quasiment une pièce. Alors on peut en mettre plusieurs à côté. Et ce qui est marrant, c'est qu'une usine de chaussettes, c'est une répétition de ces machines-là. D'accord. Et en fait, Busi Giovanni, c'est vraiment le Bentley de la machine à tricoter. Alors comment on fait ? Moi, je viens et donc en fait, on pourrait dire que c'est une chaussette bespoke, c'est ça ? Une chaussette complètement. Que tu dessines avec le client. On fait avec le client, qui peut tout choisir.
alors il y a quelques contraintes, mais il peut choisir évidemment les couleurs, il peut choisir les matières, il peut choisir la construction. Est-ce que alors le motif aussi, mais est-ce qu'on met des côtes, pas de côtes, est-ce qu'on met quel serrage, parce que ce que personne ne connaît, c'est qu'on peut mettre différents serrages. Donc pour l'élastique, ça on s'en doute, mais aussi pour ce qu'on appelle la longueur de maille. En fait, si on fait une maille très profonde, on va avoir une chaussette beaucoup plus lâche, plus souple, donc ce qui donne une élasticité très agréable. Si on fait une maille plus serrée, ça va être un peu plus serré, mais ça va donner plus de résistance, un peu moins de jours, c'est-à-dire un peu moins d'effet de transparence. Donc il y a des milliers de critères sur lesquels on peut jouer. On peut même jouer à l'intérieur d'une même chaussette, nous on a un client là, je la montrerai tout à l'heure, un client américain, il commande là du bespoke, il a commandé plusieurs fois. Sa taille de mollet. Et au début, je l'ai pas cru. Il m'a dit, je suis allé chez mon podologue pour savoir, pour vérifier. C'est quoi sa taille ? Sa taille de mollet, c'est 61 cm. C'est-à-dire qu'une hanche une taille de femme plutôt, c'est parfois ça, quoi. C'est ça. Elle est là, cette chaussette ? Et elle est à côté. Donc je la montrerai tout à l'heure. Et donc je veux dire, quand on fait 61 de mollet, qu'on veut quelque chose d'extrêmement fin, tu peux pas le faire, on peut pas aller au premier marché du coin. Alors, et donc vous avez lancé ça, et donc j'imagine, tu mets pas la machine en route pour une paire. Non, alors voilà, il y a des minimums de quantité qui sont pas énormes, parce c'est 8 paires. 8 paires dans 2 couleurs, ça fait 4, nous on demande au moins 4 paires par couleur, et ensuite on peut en prendre donc 8, 12, 16, etc. Et ça coûte combien une chaussette en bespoke ? C'est 40 € par paire en coton, 80 en soie et 120 en cachemire. Et donc, ça se fait pas devant le client. Alors, idéalement, mais c'est pas toujours possible. On essaie de faire des prototypes avec le client. Après, quand il est aux États-Unis, on envoie les prototypes. Mais on fait toujours moi, j'aime bien faire des prototypes parce qu'en fait, pourquoi on est obligé de faire des prototypes et on peut pas se satisfaire de mesures uniquement ? C'est parce que on pose des questions auxquelles le client n'a pas la réponse. Et si on lui dit, est-ce que vous voulez maille serrée, maille lâche, la question, il ne sait pas. Le client ne sait pas. Et donc, on lui montre les deux, il choisit. La perception du serrage est assez subjective, et ce qui est serré pour certains et lâche pour d'autres. C'est une sorte de perception. Voilà. Donc, c'est pour ça que le fait d'envoyer des prototypes permet de savoir... Donc, je confirme, mesdames, messieurs, ces deux personnes sont folles. Voilà, puisqu'ils font des chaussettes depuis le fil d'Écosse jusqu'à la Vigogne, puisqu'ils ont acheté une énorme machine à tricoter pour proposer... Vous êtes les seuls au monde à faire ça ? On est les seuls au monde. Personne n'a jamais fait ça. C'est notre petit élément de fierté. Vous demandez à Bernard Arnault, bonjour, dans tout le groupe LVMH, où on peut avoir des chaussettes sur mesure. Personne ne fait ça. C'est incroyable, cette histoire. Et c'est pas que sur mesure, c'est sur mesure et même dans le design. Et même dans le design. Alors nous, on fait beaucoup d'initiales. Il y a un client qui veut un peu maniaque, on peut dire. Il veut les mêmes chaussettes, donc il a 3-4 résidences. Il veut les mêmes chaussettes exactement au même endroit, mais il veut pas que l'une change de résidence. Donc il fait marquer le nom de ces maisons sur la semelle. Comme ça, on est sûr que celle de Paris va pas à Berlin, parce qu'il est aussi... Il y a des gens on appelle ça en anglais first world problem. Exactement. Le problème du monde occidental. C'est rigolo à dire. Alors, on va regarder un petit peu maintenant les motifs, les couleurs, etc. Parce que ça a vachement évolué, le monde de la chaussette. Vous êtes d'ailleurs, vous avez participé à ce grand mouvement. Allez, montrez-moi, toi, Jacques, si tu devais choisir 3 motifs de chaussettes, quel est ton goût personnel ? Moi, mon goût personnel, c'est effectivement les vanisés, comme ça. Alors, les vanisés, c'est quoi ? Voilà. Alors, tu me les donnes. Vanisé, ça veut dire vanisé, que tu as... en fait, la chaussette est faite avec 2 fils. Et donc elles sont bicolores d'une certaine manière, et l'un passe les 2 fils sont tricotés en permanence. D'accord. Donc c'est pas un jacquard. Et l'un cache l'autre. Donc ça veut dire que en fait, en apparence, cette chaussette est un peu bleue, et en fait, quand tu la torches généralement, elle devient un tout petit peu rouge. Exactement. En fait, c'est une couleur cachée. C'est une couleur cachée. Et si on la met à l'envers, parce qu'elle est réversible, ça inverse les couleurs, parce que le rouge est derrière le bleu et le bleu derrière le rouge. Donc elle est réversible. Non, j'en ai au moins 20 paires, je les ai jamais mis à l'envers. Bah voilà, il faut essayer. Ah bon c'est rigolo. Donc du coup, elle devient rouge avec des fils bleus de l'autre côté. Exactement. Et pourquoi on appelle ça vanisé? C'est un drôle de mot. C'est le nom d'une technique de tricotage qui consiste à tricoter 2
deux fils ensemble, sauf qu'il y en a un derrière l'autre. Et donc, sur les mailles endroit, l'un est devant, et sur les mailles envers, la couleur... Alors, montre-moi un autre exemple de vanissage. Il y en a un autre, j'imagine. Hop. Ça, c'est un peu dans les mêmes tons. Oui, c'est un peu dans les mêmes tons. Voilà, tiens. Voilà, là, c'est... Et puis, le contraste est plus fort parce que le contraste peut être plus ou moins fort. Et là, c'est du fil d'Écosse aussi. C'est encore du fil d'Écosse. On en a en fil d'Écosse, on en a en laine. Oui, messieurs, mesdames, c'est vachement intéressant. Quand même. Oui, c'est très intéressant. Et c'est aussi un motif extrêmement simple parce que ça rappelle les côtes. Et alors, on parlait au début de cette émission de tous ceux qui mettent que des chaussettes noires. Et en fait, le vanisé, c'est aussi pour nous une porte d'entrée pour les chaussettes de couleur. Pour les chaussettes de couleur, parce qu'on va commencer avec un noir-gris, avec un gris-bleu marine. Et alors là, le client, on arrive à le convaincre, on lui dit, on le supplie, on lui dit, s'il vous plaît, essayez au moins une fois un noir-gris, quand même, ça va pas vous tuer. Alors essaye, et en fait, là, une fois qu'il s'y est fait, le verre est dans le fruit, si je puis dire, parce que... Et alors, moi, je peux te raconter quelque chose, Jacques, c'est que généralement, on a des témoignages de gens qui nous disent, parce que nous, on a beaucoup poussé. D'ailleurs, Sonia a fait une émission en anglais sur la chaussette, il n'y a pas longtemps. Tout à fait. C'était très intéressant. Elle a eu un énorme impact. On a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de questions. Et en fait, on s'est aperçu que les gens, quand ils osaient les chaussettes, ils avaient tout de suite des compliments. C'est vrai. Ils se faisaient remarquer, mais pas dans le mauvais sens du terme. Au contraire. C'est-à-dire que ça devenait, et on en reparlera un petit peu plus tout à l'heure, mais c'est redevenu pour moi un vrai élément de style. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'avoue, je fais gaffe aux chaussettes que je porte. Bon, c'est un peu mon job, évidemment, mais les gens qui sont dans notre communauté, qui regardent les discussions sartoriales, ils ont tendance à faire vraiment gaffe à ça. Et d'ailleurs, ils nous posent des questions en disant « Mais monsieur Jacomet, mais alors... » Ils se posent des questions ésotériques. Quelle cravate avec quelle chaussette et quelle chemise? Je dis, attendez les gars, vous savez, la seule règle, c'est votre œil et votre goût personnel. Évidemment, si vous mettez des chaussures noires avec des chaussettes blanches et un costume bleu, il y a quand même des choses qui vont tout de suite vous accrocher l'œil. Mais essayez. C'est comme les pochettes. Des fois, il faut toujours essayer. Parce que moi, à un moment, je me dis, tiens, par exemple, ça, là, passe-moi les chaussettes oranges, là, ou ces deux modèles-là. Voilà. Bon, ça, alors ça, c'est quoi ce motif-là? C'est un nom particulier? C'est pas un vanisage? Ça, on a baptisé ça transat. En fait, la rayure transat, ça vient des transats qu'on trouvait sur les bateaux, enfin, qui portent ce nom parce que sur les bateaux transatlantiques, les sièges qui étaient sur le pont avaient de larges rayures. Et donc, c'est les rayures qu'on appelle transat. D'accord. Qui sont... alors, là, c'est des contrastes et des couleurs, des contrastes forts et des couleurs très estivales. Mais ça, avec un pantalon blanc d'été, c'est magnifique. Oui, ou même avec un pantalon bleu marine. C'est des modèles qui ont beaucoup de succès. Ce qui est amusant, c'est que la personne qui ne connaît pas trop les chaussettes se dit ça, c'est des rayures verticales, ça, c'est des rayures verticales, c'est la même chaussette. Et en fait, ça, c'est vanisé, ça, c'est un jacquard. Et donc là, le fil blanc... il va pas passer derrière le fil bleu en étant tricoté, il va passer droit derrière le fil bleu. Et donc, il va beaucoup moins perturber le bleu. Et donc, les contrastes sont beaucoup plus marqués sur cette paire-là, alors que là, le bleu interfère sur le rouge et vice-versa. Et donc, ça donne... Les deux sont super. Il y en a un qui est plus contrasté, l'autre plus dans le ton sur ton, mais... C'est passionnant. Et moi, si on m'avait montré une paire comme ça, ou alors a fortiori comme ça, il y a quelques années, je me dis, attends, mais... je ne peux pas porter ça, je ne m'appelle pas Bozo le clown, c'est pas possible, etc. Et bien finalement, je m'aperçois, il faut essayer, mesdames, messieurs, notamment quand vous portez... Parce qu'après tout, maintenant, on fait des belles patines sur les souliers. Bien sûr. On se lâche un petit peu sur les souliers. Il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes gens qui aiment bien y aller, quoi. Ils font des patines extravagantes, etc. Allez-y, les chaussettes, c'est génial, c'est un élément de style où vous pouvez vous amuser. Montre-moi autre chose. Alors, ça, là, Vincent, donne-moi ce motif-là que j'aime beaucoup, c'est une espèce de pied de poule. Ça, c'est un motif qui est assez connu, qui figure un peu un pied de poule. Et Houndstooth, exactement. Donc, quel pied de poule, comme on trouve sur un costume. Exactement. Voilà. Sauf qu'effectivement, historiquement, le pied de poule, c'est du tissu. Donc, vraiment popularisé par Coco Chanel, qui a une histoire très forte. Et ensuite, les fabricants de chaussettes se sont dit, mais comment est-ce qu'on réplique en tricot? Parce que donc... le tricot, c'est ce qui s'oppose à ce qui est tissé. Et ils ont réussi ce motif qui est très simple et très sympa. Je trouve que ça apporte une espèce de... Je sais pas. En fait, une fois qu'on porte les chaussettes pied de poule, ça fait un petit peu des rayures, mais moins nettes, et donc ça crée quelque chose de différent. Qu'est-ce qu'on n'a pas regardé encore? Il y a des choses un peu, des motifs qu'on n'a pas regardé encore. Il y a un motif qui s'appelle caviar. Vincent est très caviar. Moi aussi, je suis très caviar, mais plutôt à manger. Alors,
que les Anglais appellent Bird's Eye. Donc c'est les deux noms. C'est vrai que ce qui est amusant, c'est que selon les langues, les motifs évoquent des choses très différentes. Par exemple, le chevron se dit herringbone, donc arête de hareng. Oui, je sais, je connais bien le sujet. Et les chevrons, alors que nous, c'est plus la toiture. Donc c'est Et il y a même des curiosités encore pires que ça, puisque, par exemple, tu le sais peut-être pas, mais dans le monde de la chemise, une couture simple aiguille, les Anglais appellent ça a French seam, et nous, on appelle ça une couture anglaise. Oui, ça, donc, si tu veux, c'est carrément l'inverse. Donc, il y a des petites bizarresseries comme ça. Exactement. Mais c'est vrai que la caviar, c'est joli aussi. C'est un peu plus formel d'un seul coup, ça, j'ai l'impression. C'est plus discret. Alors, ensuite, l'espacement des petits pois, en quelque sorte, peut être plus ou moins grand. Ça, c'est du caviar. Voilà, aussi. là, c'est plus fondu parce que c'est 1 sur 1, donc là, c'est très discret et ça fait plus une couleur fondue. Là, c'est un peu plus espacé. Donc, les couleurs se détachent différemment. C'est beau. Il y a un peu au sein même d'un motif, c'est de la même façon que les chevrons peuvent être plus ou moins larges, que les pieds de poule peuvent être plus ou moins gros. Il y a des variations qui font des résultats différents quand on les porte. Ce qui est sympa avec le motif caviar, c'est qu'en fait, c'est un faux uni. Là, on le voit de très près, les caméras sont super bonnes, on voit le motif. J'espère qu'elles sont bonnes. Mais la distance qui sépare des yeux des chaussettes, c'est, disons, 1m60, 70. Mais c'est très beau et c'est très discret. Et on ne voit plus le motif. Et il y a simplement une couleur qui apparaît avec des petits effets. Et c'est pas une couleur qu'on pourrait obtenir avec de l'uni. C'est ça qui est sympa, c'est que là, c'est du mélanger fil d'Écosse. Un peu comme dans ces châteaux où les couches de peinture se superposent et interfèrent les unes avec les autres pour créer des couleurs qu'on ne peut pas créer Qu'est-ce qu'on n'a sinon. pas regardé encore? Il y a cette chose qui est une réplique d'un comment on appelle ça? C'est un motif qu'on appelle Caracalla. On fait tous les ans une journée spéciale avec Bresciani. Alors, Massimiliano Bresciani, salut Massimiliano. On sait que papa est décédé il y a peu de temps malheureusement, donc Covid, on lui présente nos condoléances. C'est une famille formidable, vraiment très impliquée, très professionnelle. Et moi j'aime beaucoup les chaussettes Bresciani, qui est un de votre partenaire historique. Voilà. Et donc c'est une réplique d'un. Et donc comme je te disais, on fait une journée spéciale autour de Bresciani dans notre boutique tous les ans à Paris. Et on aime bien faire un modèle pour l'occasion. D'accord. Et le modèle de l'année dernière était inspiré du pavement des thermes de Caracalla à Rome. Les thermes, donc là où on fait des cures thermales. Exactement. Enfin, des cures thermales, où c'était les thermes, c'était les bains. Les bains. C'était à l'époque de Caracalla. C'était les plus grands thermes de l'Empire romain et ça se visite. C'est vraiment au sud du Forum, c'est très sympa. Et donc le carrelage au sol était avec cette voilà, dans les plus grandes pièces, le carrelage a exactement cette forme-là. C'est en blanc et noir à Caracalla. On a réinterprété les couleurs, mais on a gardé cette idée et je trouve que c'est très joli. C'est aussi un très beau motif. Vous voyez, mesdames, messieurs, comme quoi même dans le monde de la chaussette, on peut faire des trucs totalement incroyables. Et donc ça veut dire que vous, si j'ai bien compris, vous avez commencé comme distributeur, après vous avez été copropriétaire et maintenant propriétaire de votre propre marque, Mazarin, mais aussi quand vous travaillez avec d'autres personnes comme Bresciani ou d'autres, vous avez aussi un petit peu un rôle de co-designer, vous intervenez sur le design des chaussettes. En fait, c'est vraiment une discussion avec les Bresciani dans ce cas-là, où on se dit qu'est-ce qu'on va faire cette année. On avait fait aussi une collaboration autour de l'idée de Rinascimento, enfin l'idée de renaissance italienne. Et donc voilà, l'année d'après, on a eu cette idée de Caracalla. Bon, il y a quand même 1600 ans d'écart, mais c'est quand même l'idée de comment est-ce qu'on trouve des motifs qu'on aime bien dans des châteaux, dans des thermes, dans n'importe où dans l'architecture. Génial. Et comment est-ce qu'on les réinterprète en chaussettes? Trouver des inspirations, ça peut aussi venir parfois de tableaux. Quand on trouve des couleurs qui se mélangent bien dans un tableau, ça peut inspirer des collections ensuite. Et on aime bien cette idée de... Alors, on va finir avec une note très poétique, mais avant, je voudrais vous poser la question que tout le monde se pose, qui n'est pas du tout une question poétique, mais une question importante. C'est comment on lave des chaussettes? L'entretien dépend des matières. Il y a des matières plus ou moins délicates que d'autres. Le coton est une matière moins délicate que le cachemire, par exemple, ou que la vigogne a fortiori. Donc, dans tous les cas, les chaussettes, souvent, sont rarement très sales. C'est un peu de transpiration. Et un lavage à 30 ou 40 degrés suffit largement. On peut même les laver seulement à la main et les faire sécher. À plat. À plat. Alors moi, je les fais sécher à plat parce que j'ai remarqué, il ne faut surtout pas les suspendre. Enfin, et si on est obligé de les suspendre,
il faut essayer de les diviser en deux parce que ça divise le poids par deux tout simplement. Exactement. Pour pas qu'elle se distende. L'enjeu est moindre que pour un pull qu'il faut surtout pas pendre avec 2 pinces à linge parce que sinon ça le déforme complètement. Mais néanmoins, c'est mieux de les sécher à plat. Donc l'idéal, c'est quand même de le faire à la main. Oui, l'idéal c'est à la main. L'idéal aussi, c'est que la vie soit vivable, quoi. C'est-à-dire que il faut pas se pourrir la vie, se dire il faut absolument que je les lave à la main. Nous, on a des gammes de chaussettes. Je pense notamment à une gamme qu'on a lancée il y a 3 ans et qui a beaucoup de succès pour tous ceux qui s'habillent tous les jours de manière un peu formelle. C'est la gamme super solide. Donc là, ce qu'on vise, c'est vraiment la robustesse et on a des résultats. Nous, on a des martingales qu'on pourra montrer tout à l'heure. Vous avez fait des tests de solidité. Oui, on fait des tests pour ceux qui ne savent pas, c'est un abrasimètre. C'est donc une machine qui frotte jusqu'à ce qu'un trou apparaisse parce que selon les personnes, les démarches, le poids, la forme des ongles et les chaussures qu'on utilise, la vitesse d'usure dépend énormément. Donc, on a une machine qui met un petit peu une martingale. Pas une martingale, une martingale. Une martingale, exactement. Rien à voir avec donc, en fait, vous essayez, vous usez la chaussette et vous mesurez le temps jusqu'à temps que le trou apparaisse. Exactement. Donc, ça simule une mesure plus objective que des pas. Et donc, ça nous a permis de mesurer les différentes robustesses des différents modèles. Et donc, ce que disait Jacques, c'est que la gamme super solide, c'est une gamme facile d'entretien et très robuste pour répondre un peu sur la question de la durée de vie. Plus les chaussettes, souvent plus les laines sont douces, plus elles sont fragiles. C'est aussi le cas pour les chaussettes, pour le coton, plus c'est fin, souvent plus c'est fragile. La gamme super solide, qui est faite pour être portée dans les chaussures de ville, donc qui est assez fine néanmoins, est celle qui est la plus robuste. Vous avez dû ajouter un petit peu d'élastane dedans à la fois d'élastane et de polyamide. L'élastane donne de l'élasticité pour que ça se mette parfaitement sur la jambe et que ça fasse aucun pli. Le polyamide et le polyamide qui est la matière qu'on utilise par exemple pour les amarres de bateau, donne énormément de robustesse. C'est une matière qui a une excellente résistance à l'abrasion. Là, on parle de quelques pourcents par rapport à la... Oui, principalement du coton. Bien sûr. Ah oui, c'est 76% de coton. Ça reste les meilleurs de coton. On a beaucoup travaillé sur... Moi, j'en ai des super solides. C'est effectivement super solide. Mais je pense moi, c'est pas mes préférés au niveau du toucher, évidemment, parce que je peux vous le dire, pour parler franchement. C'est vrai qu'un fil d'Écosse, et a fortiori, je suis assez accro aux chaussettes en cachemire, bien que je suis un peu fétichiste, donc j'ose à peine les porter, j'avoue, parce que je dis putain, on est tellement bien là-dedans, j'ai pas envie de les trouer, donc je les protège comme la prunelle de mes yeux. Mais c'est vrai que vous avez fait faire des progrès incroyables, parce que vous pouvez maintenant avoir des belles chaussettes et qui durent. Et qui sont, nous, on va pas donner de nom, mais on en vend à des patrons du CAC 40, des super solides, et qui sont impeccables. Non, mais c'est vraiment. C'est sans concession sur l'élégance. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour reprendre la conversation qu'on avait au tout début sur notre offre de chaussettes, nous, finalement, notre métier, c'est même pas tant de proposer des chaussettes, c'est de bien orienter le client. C'est-à-dire que les gens n'ont jamais réfléchi à leurs chaussettes. Personne s'est dit moi ce que j'aime dans mes chaussettes c'est ça. Et donc nous on est là pour leur dire mais au fond vous attendez quoi de vos chaussettes. Et si vous voulez de la durée de vie, on a de la durée de vie. Si vous voulez de la douceur, on a de la douceur. Si vous voulez de la chaleur parce que vous vivez en Sibérie, et on a quelques clients russes, on a de la chaleur. Et donc tout l'enjeu pour nous, c'est de faire que le client il soit content. Parce que s'il veut de la durée de vie, qu'il prend de la soie très fine, il va être déçu. S'il veut quelque chose de très léger parce qu'il vit au Moyen-Orient et qu'on lui vend des super solides, il va être déçu. Et alors si on fait l'inverse, les deux clients sont contents. Donc vraiment, il y a tout ce travail de pédagogie qui est très facile à faire en boutique. Et un peu plus difficile à faire en ligne. Évidemment. Alors, donc, là, tu me dis qu'il y a combien de kilomètres de fil 2 kilomètres sur une paire de chaussettes? Mesdames, messieurs, il y a 2 kilomètres de fil sur une paire de chaussettes. C'est dingue. C'est dingue. Mais vous avez des millions de kilomètres de fil. Des millions de kilomètres. La machine que nous avons à Paris, et c'est la même qui fait ce genre de chaussettes-là, quand elle tricote, elle fait 40 000 mailles à la minute. C'est incroyable. C'est incroyable. Et ça, donc là, il y a combien de longueur ça pèse 1 kilo. Il y a 2 fils qui font 90 km chacun. Donc 180 km. Enfin, ils sont entrelacés. J'ai compris. Incroyable. Ce que je veux dire, c'est la distance entre Paris et une ville à 100 km de Paris. En gros, entre Notre-Dame de Paris, qui est soi-disant le centre de Paris. On prend celle-là et la bleue, on fait un nœud et puis on va à Paris au bout. Là, maintenant. Là, avec ça, on va à Paris. Si on débobine, on peut tendre le fil jusqu'à Paris.
C'est génial. C'est fou. Alors, je vous avais dit qu'ils étaient un peu frappés, les gars de mes chaussettes rouges, alors dans le bon sens du terme. Et j'aime bien cette folie. Vous voyez, c'est toujours l'esprit des discussions sartoriales. Vous vous souvenez, on a reçu Pierre Cortet, on a reçu Stéphane Jiménez, on a reçu Jean-Louis Patelli, ce grand vinificateur, on a reçu la Maison Bonnet, ses artisans. Et tous ces gens-là ont un point en commun, c'est qu'ils vont au bout de ce qu'ils font. Et ça, moi, c'est quelque chose auquel on est très, très sensible aujourd'hui. Je pense que c'est une des clés fondamentales du succès. Et on ne parle pas de succès forcément d'un point de vue totalement industriel ou même un point de vue économique, mais du succès d'avoir la satisfaction d'aller au bout de ce qu'on veut faire dans la vie, quel que soit le sujet. Et c'est vrai que le sujet de la chaussette, ça pouvait sembler, et ça pouvait même sembler pour moi, un sujet un peu annexe. Après tout, on n'en montre pas tant que ça de la chaussette. Et puis après tout, bon, c'est un objet qui coûte pas très cher, donc on peut en changer souvent, etc. Et puis petit à petit, grâce à vous, je m'y suis intéressé de plus en plus. Et c'est vrai que moi j'ai vu des gens, ils sont devenus fétichistes à un point hallucinant. Alors, je ne parle pas du mauvais fétichisme. Hein. Attendez, mesdames, messieurs, ici, on a une mission de bon ton. Non, je parle du soin qu'ils apportent à la chaussette, comment ils rangent les chaussettes par couleur, par motif, comment ils se prennent la tête le matin en se disant quelle cravate je vais mettre, il ne faut pas que ça jure trop au niveau du motif avec ma chaussette, quelle est la couleur de mon pantalon. Alors, si vous me posez des questions sur quelle chaussette mettre avec quelle chaussure et quel pantalon, la réponse c'est ouvrez les yeux et essayez. Voilà, j'ai pas d'autre réponse parce que si je commence à aller, il y a des sites américains qui ont essayé de faire des théories sur le sujet. Alors vous comprenez, le jacquard, ça va pas très bien avec le prince de Galles, qui va pas très bien avec le chevron, qui va pas très bien avec le vanisé, etc. Tout ça pour moi, c'est de la foutaise. Le juge de paix, c'est votre œil. Et si ça vous plaît à vous, il y a de fortes chances que ça plaise à autrui et que ça soit joli. Et puis si ça plaît pas à autrui mais que ça vous plaît à vous, eh ben après tout, c'est vos chaussettes. Et il faut vous faire plaisir. Alors, Jacques et Vincent ont fait un projet un peu dingue. Alors, on va vous le montrer en illustration parce que l'objet est tellement incroyable qu'on ne peut pas vous le montrer comme ça. On va le filmer juste après cette émission et là, on va le mettre à l'écran. Donc, vous allez nous montrer les Mibas de l'empereur. Donc, vous avez acheté récemment aux enchères pour fêter à votre manière le bicentenaire de la mort de Napoléon. Donc, vous avez fait l'acquisition d'une paire de Mibas ayant appartenu à l'empereur. Est-ce que c'est bien ça? C'est une histoire amusante parce que nous, on est donc tout près de l'avenue de Breteuil. Ouais. Et avenue de Breteuil, il y a un commissaire-priseur qui s'appelle Osna, qui est un peu le spécialiste du souvenir napoléonien. Ouais. C'est une grosse étude, très compétente. Et Monsieur Osna, Monsieur Châtaignier, qui sont les deux responsables, l'un de toute l'étude, l'autre du souvenir napoléonien, sont clients, on discute. On s'intéresse un peu à l'histoire aussi, donc c'est toujours sympa de discuter avec nos clients. Et il nous dit justement, je vais vendre des bas de l'empereur. Et donc il nous prévient un peu en avance. Il a même eu dans une vente aux enchères, physique, une salle de vente. Exactement. Et puis c'était en plus juste avant le 5 mai, donc le 5 mai 2021, qui était les 200 ans que tu rappelais. Et il a eu même la gentillesse de nous les apporter avant la vente pour qu'on puisse bien les voir, etc. Parce qu'il s'est dit, il n'est pas bête. Qui d'autre que vous devez acheter ça? Alors c'est vrai que des gens... Il n'y avait que nous, mais nous étions plusieurs. Ah oui, il y a des gens des collectionneurs. Des collectionneurs. Alors il y a c'est surtout des fous de Napoléon, mais c'est vrai que des gens qui aimaient autant et Napoléon et les chaussettes. Il y en avait pas beaucoup d'ailleurs. On a gagné. Toi, tu aimes Napoléon et les chaussettes. J'aime bien l'histoire. Et l'époque napoléonienne fait vraiment partie de l'histoire de France. Donc, bien sûr. Ça nous a. Et donc vous avez réussi à faire l'acquisition. Et donc avec quoi, des Asiatiques Là, c'était un Russe. Celui qui nous a suivis le plus longtemps était un Russe. Ouais. Et on rentre pas dans les détails, c'est confidentiel évidemment, les prix, etc. Mais ça va, vous en êtes bien sortis, c'était pas... Voilà, et puis, en fait, on a eu un coup de cœur, on s'est dit... C'est une paire de bas de l'empereur. Oui, exactement, il en a eu plusieurs. Surtout comme ce sont des bas de soie, c'est fragile. Ils sont pourtant bien conservés compte tenu de leur âge. Donc on sait les dater à peu près de quelle époque? C'est plutôt, c'est après 1805. Il était déjà empereur. Après, on n'a pas la date exacte. Mais c'est un objet complètement dingue. C'est un objet complètement dingue. En fait, il nous en a parlé. On s'est dit, c'est vrai que c'est sympa, mais on s'est rien dit. Et
on s'était dit, voilà, c'est vrai qu'on pourrait l'avoir, mais est-ce que ça a du sens, etc. Et en fait, c'est quand il nous a apporté la paire, on s'est dit, mais c'est dingue. Moi, j'aurais vraiment juré qu'ils étaient incapables de faire des chaussettes d'une telle finesse. Parce qu'aujourd'hui, à cette époque, il y a 200 ans, se dire, qu'on était capable de faire du fil aussi fin, enfin, je veux dire, il faut le faire. Hein. Aussi régulier. Aussi régulier, et ensuite de le tricoter. Incroyable. C'est hallucinant. C'est génial. J'adore cette histoire-là. Et donc, évidemment, donc on voit l'objet, coup de cœur. C'est Vincent et Jacques, évidemment. Donc ils passent à Rome, ils voient les chaussettes des cardinaux, ça leur donne une idée de faire une série en partant de cette idée-là, etc. Et évidemment, tu vois les chaussettes de l'empereur, vous faites l'acquisition et ça vous donne une idée. Même pas nous, en fait. C'est même pas nous qui avons eu l'idée. Enfin, vas-y. En fait, on les a achetés, on pensait les mettre dans la boutique parce que notre boutique, comme tu le sais, est un peu excentrée ce soit un point d'attraction. Et on trouve ça sympa quand le fait d'aller en boutique apporte quelque chose par rapport au fait d'aller sur Internet. Donc une expérience, c'est pour ça qu'on aime bien que ça sente bon dans la boutique, qu'il y ait des choses à voir, qu'il y ait beaucoup de conseils en plus. Donc c'était un peu pour événementialiser la boutique. Et puis quand on en a parlé aux clients, tous les clients ont été très enthousiastes, nous ont demandé nous ont posé des questions sur la pointure, la matière, la couleur, la longueur. Et nous ont aussi demandé si on allait faire des répliques. Des répliques, du bas de l'empereur. Exactement. Et vous l'avez fait? On l'a fait. On peut le montrer? On peut le montrer. On a fait ce coffret. Alors attention, Cosmas, you have to be very big because that's very big. Alors, ça, alors on va essayer de faire de la place. Tiens, pousse ça. Voilà. Question sartoriale, c'est en direct, toujours. Sans phare, sans filtre. Alors ça, c'est une réplique de la colonne de la place Vendôme. Voilà. Alors peu de gens savent. Alors raconte-nous, Jacques, peu de gens savent qu'en fait, sur la colonne de la place Vendôme, toutes ces bas-reliefs, ces sculptures-là, racontent la vie de Napoléon. Exactement. C'est 280 mètres de frise. C'est incroyable. On ne les voit pas. Donc, c'est du cuivre. 280 mètres. En fait, l'intérieur de la colonne Vendôme est en pierre et recouverte de cuivre. Ça fait 280 mètres et ça a été un gros boulot. Donc c'est une reproduction. Voilà. Alors c'est du carton, c'est comme on pourrait dire c'est comme un tube dans lequel on transporte une œuvre ou une photographie. Exactement. C'était un peu l'idée de se dire que. Et donc les gens peuvent acheter ça et dedans il y a une reproduction de chaussettes de l'empereur. Il y a 6 surprises. Alors il faut que je me mette alors attention, je vais mettre le micro comme ça, Cosmas, et c'est un petit peu acrobatique. Mon réalisateur me fait des gros yeux. Il faut peut-être les mettre. Alors, Cosmas, I'm going to open like that. Et donc, en fait, c'est la reproduction. Donc je tire. Ah, c'est beau. Oh, la vache. Donc qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? 6 reproductions des bas de l'empereur. Et qui reprennent en fait ce qu'il y a de plus notable. Et on n'a pas voulu faire des copies. Ah oui, il y a de la vanissée. Voilà, alors on va tout montrer. Qu'on va pouvoir la remballer parce qu'on va faire une version en anglais après. Bien. Bon. Oui, Cosmas, là on est un enfer en réalisation, je peux vous le dire, au niveau du son, au niveau de l'image. Mais c'est pas alors, on fait ça en direct. On a voulu avoir un beau coffret. Donc cette colonne Vendôme, c'était en plus un truc qu'on a pensé pendant le confinement où tout le monde était chez soi, et tous les musées étaient fermés. On s'est dit mais on va remettre une sorte d'objet culturel chez les gens. Ensuite, incroyable. Je regarde Sonia. T'as vu ce qu'ils ont fait? C'est magnifique. Donc tout est expliqué là sur cette notice un peu grandeur nature avec the foot of the emperor dans les pas de l'empereur. Voilà. Donc tu réexpliques. Donc ça, c'est ceux qu'on a acquis. Et ensuite, on s'est dit, si on les fait toutes blanches, les gens les mettront pas et c'est dommage. Nous, on fait des vêtements, on veut qu'ils soient portés. Donc, on a fait des couleurs plus faciles à mettre. Et c'était aussi un peu l'occasion de mettre en avant des parties de la vie de Napoléon. Donc là, Brienne, c'est l'école où il est allé à 10 ans. Quand il quitte la Corse. Il va à Brienne, on a contacté le musée de Brienne, il y a un musée de Napoléon à Brienne, et en leur demandant mais comment était l'uniforme à cette époque-là. Et ils nous ont dit, ils nous ont envoyé cette image, et tu vois la couleur des bas, et donc c'est cette couleur-là, donc ça c'est vraiment la couleur de Brienne. C'est le spécialiste de Napoléon, lui c'est un historien. On reprend la baguette qu'on voit sur l'original, presque ton sur ton. Je vais poser ça. D'accord. Et ensuite... Je vais la montrer, regardez. Voilà.
Donc c'est Brienne. Alors donc après, on va pas faire le détail de chaque chaussette, mais chaque chose. En gros, mais ça reprend la couleur de son bicorne, des corps d'armée dans lesquels il a été, la couleur de son sacre, la couleur de sa tenue de consul. Ouais. Donc des moments évocateurs, enfin des couleurs évocatrices de sa vie, dans des couleurs plus faciles à porter, avec des détails qui reprennent ceux qu'on trouve sur le bas, la paire de bas originale. En fil d'Écosse. Voilà, sauf celle blanche, la blanche qui est en soie. En soie. Alors moi, tu sais, j'ai un petit, je fais toujours un petit clin d'œil, c'est quand je prends beaucoup des photos de mes costumes, là où Sonia est là, il y a un petit piédestal. Et je me mets comme ça et je fais ce qu'on appelle ma pose Napoléon. Ah oui, comme ça. Ah oui, bien sûr. L'empereur du style. L'empereur comme ça. Non, juste pour rire, quoi. Mais c'est voilà, exactement. Je fais ça comme ça. Et on fait toujours. Et en anglais, quand je fais des commentaires sur ma page Instagram, par exemple, ou même sur YouTube, je dis I'm channeling my inner Napoleon. J'essaie de retrouver mon Napoléon intérieur. Ouais. Voilà. Donc c'est juste une petite plaisanterie. Mais ça, c'est absolument génial. Hein. Et donc voilà, c'est. Donc là, c'est la reproduction réellement de la chaussette. Voilà. Modulo la hauteur, nous on a fait des mi-bas qui montent jusqu'au genou. Bien sûr. Et Napoléon portait des bas. Donc carrément des bas. Ouais. C'est incroyable. Et donc ça, c'est un objet que les gens peuvent acheter. Que les gens peuvent acheter. Alors, on a fait une édition limitée à 1821, évidemment, qui est la date de sa mort, et on fêtait le bicentenaire. Et c'est prioritairement, donc, c'est en français, tout est écrit en français. Oui, on en vend pas mal. On en vend pas mal. En fait, la passion napoléonienne est supérieure ailleurs qu'en France. C'est marrant. En Angleterre, Churchill avait des bustes dans sa maison de campagne de Napoléon, dans toutes les salles. Il y avait des bustes de Napoléon. Ça ne m'étonne pas. Un des objets les plus chers, c'est un bicorne qui s'est vendu en Corée du Sud. On en vend aux États-Unis. Sauf qu'en Angleterre, ils ne parlent pas de Napoléon. Ils parlent du général Bonaparte. C'est vrai, évidemment. Mais c'est un autre sujet qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Écoutez, alors, je ne sais pas combien de temps. How long did we do? An hour? A little bit more. Hein? A little bit more than an hour. Donc, on vient de passer 1 heure ensemble. Un petit peu plus d'1 heure, donc je suis content. On a abordé à peu près tous les sujets. On pourrait rester à discuter comme ça pendant 3 ou 4 heures ensemble parce qu'on est ravis de se voir d'abord. On est ravis de mettre le main dans des beaux objets comme ça. C'est aussi pour vous l'occasion d'expliquer un petit peu plus en détail avec du temps. Et c'est un peu l'esprit de cette chaîne, de vous laisser du temps pour parler des choses. C'est vraiment ce qui est super précieux dans cette chaîne, c'est que on peut expliquer le produit. Nous, on est tout le temps démarchés typiquement par des attachés de presse qui nous disent mais on va vous placer une photo dans Cosmo, machin. En fait, ça nous apporte rien parce que nous, ce qu'il nous faut, c'est du temps. Et si on a du temps, les gens comprennent ce qu'ils achètent, pourquoi c'est bien d'avoir des chaussettes bien. Si on n'a pas de temps, les gens se disent c'est une chaussette bleue, basta. Exactement. Donc, Merci. J'étais content de vous recevoir, mes amis. On a une petite bouteille de champagne qui nous attend au frais. Alors, mesdames, messieurs, je vais conclure en regardant cette caméra là-bas et vous aussi, vous allez la regarder. J'ai 2-3 messages à vous faire passer. Le premier message, donc, mes chaussettes rouges. Vous allez sur l'internet, vous tapez meschaussettesrouges.com, vous tombez donc sur indiscutablement la plus belle sélection regroupant le plus grand choix au monde de chaussettes de luxe. Et Cocorico, c'est la deuxième chose que je peux vous dire, c'est une entreprise française créée par 2 jeunes entrepreneurs qui sont nés. Alors, pas eux, parce que je suis un peu plus vieux qu'eux, mais on est nés en même temps, Parisian Gentleman et mes chaussettes rouges. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait réellement de conserve. Et on ne dit pas de conserve, mais de conserve, qui est un terme de marin d'ailleurs. J'en profite pour faire un peu de sémantique toujours. Tous les gens disent de conserve. Non, c'est de conserve. C'est un terme de quand 2 bateaux rentrent dans un port, ils doivent naviguer ensemble de conserve pour rentrer de manière coordonnée dans le corps. Alors, je crois qu'on maintenant, l'Académie, donc vous connaissez bien, avec les chaussettes verte, accepte un peu les deux, mais la réalité, c'est de conserve. Donc, on a démarré, excusez-moi, j'ai un peu divagué, de conserve ensemble, et ça me fait plaisir, 12 ans après, de vous avoir à ma table et d'avoir pu enfin rentrer dans ce monde fascinant. La troisième chose que je voulais vous dire, offrez des chaussettes, parce que c'est toujours un objet génial. Et par exemple, vous allez offrir une belle paire de chaussettes en cachemire à votre papa pour la fête des pères. Ça vient de passer, je crois. Ça vient de passer. Ou pour Noël. C'est toujours un objet magnifique. Et la quatrième chose que je voulais vous dire, j'avais dit 3, mais j'en dis toujours 4 généralement quand j'en annonce 3, c'est que mettez des chaussettes. Amusez-vous. Aujourd'hui, ça devient un élément de style génial et vous allez être extrêmement surpris de voir la réaction des gens
qui sont toujours un peu estomaqués. Alors, si vous êtes téméraire, vous pouvez y aller avec des chaussettes extrêmement extravagantes. Si vous êtes un peu plus discret, rajoutez une petite dose d'élégance au niveau du bas de votre pantalon, parce que ça ne peut être que salutaire. Et même certaines personnes qui n'osent pas s'habiller au bureau, parce que vous savez, aujourd'hui, il y a un petit peu une forme d'intolérance, de dictature du casual. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut... Dictature du moins 10 ans. Exactement, du moins 10 ans, exactement. C'est vraiment là-dedans. Eh ben, il y a des gens qui n'osent pas trop se mettre de cravate, etc. Eh ben, ils se lâchent avec les chaussettes. Et c'est quelque chose, voilà. Donc, mettez des chaussettes. Nous, on préfère les mi-bas, c'est-à-dire les chaussettes jusqu'au genou. Pour moi, c'est la seule vraie chaussette. Mais après, ce n'est que mon avis. Voilà. On vous rappelle que tout ça s'est fait en Italie par des entreprises familiales, distribuées donc par une entreprise familiale elle-même. Enfin, si vous n'êtes pas de la famille, mais enfin, ça fait tellement longtemps que vous vous connaissez, c'est que vous êtes presque frères maintenant, on peut dire ça. Frères d'industrie, mais aussi frères depuis les bancs de l'école. Voilà, c'était l'émission consacrée à mes chaussettes rouges. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode des discussions sartoriales. D'ici là, ne vous laissez pas aller. Ça se réouvre, donc c'est pas parce que on travaille en télétravail de plus en plus qu'il faut rester en pantalon en survêtement toute la journée ou en robe de chambre. Habillez-vous, et comme je le dis à chaque fois, mais je vais le redire encore une fois aujourd'hui, on ne sait pas ce que le monde d'après, si un monde d'après il va y avoir, nous réserve, mais moi, le monde d'après, j'ai envie de l'accueillir avec un beau costume, avec une belle cravate, avec des beaux souliers bien cirés et avec des belles chaussettes. À très bientôt mes amis, au revoir.